L'État se désengage du financement des manuels scolaires dans les collèges. Annonce du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, une réduction de 92% de la ligne budgétaire consacrée au financement des manuels scolaires dans les collèges. À Saint-Georges de l'Oyapock, la municipalité et l'Université de Guyane ont initié depuis 2 ans un programme pour favoriser la poursuite des études ou l'obtention d'un diplôme équivalent au bac, une façon d'améliorer l'offre de formation dans cette partie du territoire. Et puis le portrait de Francky Amété, artiste peintre guyanais d'origine bouchingue. Il vit en Hexagone, dans un village auvergnat, et se consacre entièrement à l'art imbé. Reportage à suivre. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ATV Guyane. Sachez que vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Et cette nouvelle qui nous est parvenue il y a moins d'une heure, Philippe Alcide Di-Clausel a été disqualifié pour l'élection à la Chambre des métiers. Selon nos premières informations, sa liste ne remplirait pas toutes les conditions réglementaires fixées par le Code de l'artisanat. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Éducation à présent, l'État se désengage du financement des manuels scolaires dans les collèges. Une annonce du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, devant la commission des finances du Sénat. Il a annoncé la réduction de 194 millions d'euros de la ligne budgétaire consacrée au financement des manuels scolaires dans les collèges. Une réduction colossale de 92%. Cette annonce a été assez mal perçue par le syndicat SEUNSA. Reportage de Gaël Wassim. La période se prête au cadeau, mais celui-ci, la collectivité territoriale de Guyane, ne s'y attendait vraiment pas. La semaine dernière, auditionné au Sénat, le ministre de l'Éducation nationale annonçait le désengagement de l'État dans l'achat des manuels scolaires pour les collégiens. En pure logique, il n'est pas normal que ce soit l'État qui finance les manuels scolaires en collège, alors que ce sont les communes au primaire et les régions pour le lycée. Je ne plaide pas pour une solution ou pour une autre. C'est juste qu'il n'y a rien de rationnel dans une situation où le primaire et le lycée relèvent des collectivités locales et le collège relève de l'État. Là, des discussions doivent s'ouvrir. Peut-être que c'est l'État qui doit tout faire, peut-être que c'est les collectivités locales qui doivent tout faire. Mais je ne vois pas ce qui justifie cette exception au collège. On peut vivre avec cette exception, mais d'un point de vue cartésien, elle n'a pas de justification. Contactée par nos soins, la CTG se laisse quelques jours pour digérer la nouvelle. Cette nouvelle dépense pourrait se compter en plusieurs centaines de milliers d'euros, une difficulté quand on connaît les finances actuelles des collectivités. En interne, un conseiller explique même que cette nouvelle dépense ne figurera pas dans le budget qui sera voté au mois de décembre. Du côté des syndicats, la nouvelle passe mal. Une annonce qui va encore faire très mal puisque ça va creuser davantage les écarts pour les élèves, puisque qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est la CTG qui va prendre en charge cette dotation? Mais sachant que les collectivités, aujourd'hui, quelles qu'elles soient, n'ont pas les moyens de parvenir à cela. Donc, ça sera à la charge des parents qui ont, pour la plupart, un faible pouvoir d'achat. Donc oui, ça va creuser un écart pour nos élèves, davantage d'inégalités au sein de nos établissements. Au-delà du coût budgétaire, cette décision pourrait avoir de lourdes conséquences par rapport à la population scolaire de la Guyane. Et l'objet livre chez nous est important, car nous avons un profil d'élèves allophones et l'ouvrage, le manuel scolaire, son attractivité, les couleurs, tout a son importance. Donc, encore une fois, avec toutes les difficultés que nous avons déjà, dont nous ne parvenons pas à avoir de réelles solutions pour notre académie, cette annonce va encore faire du mal. Tous regrettent l'absence de concertation dans cette décision du gouvernement. Éducation toujours du côté de Saint-Georges de l'Oyapock. La municipalité et l'Université de Guyane souhaitent permettre aux Oyapocois de poursuivre leurs études ou d'obtenir un diplôme équivalent au bac afin d'améliorer l'offre de formation dans cette partie du territoire. Une démarche entreprise depuis 2 ans. Reportage de Stéphane Govindin. Poursuivre ses études, c'est désormais possible dans l'Est guyanais. Le DAEU ou encore le pré-DU sont maintenant accessibles aux jeunes de Saint-Georges. Olivier Jean-Baptiste est un de ceux qui envisagent de reprendre ses études. C'est important de reprendre les études parce que ça te permet de faire la remise à niveau. C'est une chance d'étudier aujourd'hui, tu vois, d'avoir ce que tu as perdu avant. Tu as le temps d'aujourd'hui d'étudier ce que tu n'as pas pu prendre avant, tu vois. Moi, je ferais ça pour que j'ai reçu mon diplôme parce que je voulais avoir mon diplôme pour que je travaille. Le diplôme d'accès aux études universitaires, c'est l'équivalent du bac pour des personnes qui ont arrêté précocement leurs études, notamment par exemple les Oyapocois qui n'ont pas accès au lycée puisqu'il n'y a pas de lycée dans la commune. Et donc il s'agit de leur permettre d'augmenter leur niveau de qualification en ayant l'équivalent du bac. Donc nous entamons actuellement la rentrée universitaire
Et cette année, nous allons proposer donc le DAEU et le pré-DU qui est l'équivalent d'un bac+1. Nous avons recensé les inscriptions et nous en sommes à 30 pour le DAEU et une trentaine pour le pré-DU. Systématiquement, ce chiffre va en augmentant. Chaque année, nous recensons de plus en plus d'inscrits et de personnes intéressées par ces formations. Et le fait d'avoir le bac, en tout cas l'équivalent du bac qui est le DAEU, permet d'accéder à des concours de la fonction publique par exemple et à d'autres formations de type universitaire. Donc c'est une chance qu'il faut saisir. Les cours devraient commencer au courant du mois de décembre, mais les candidats pourront encore s'inscrire jusqu'en début 2018 à la médiathèque de Saint-Georges. Et notre invité du jour est André Stephenson. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes inspectrice de l'éducation nationale et conseillère technique élémentaire auprès du recteur. Aujourd'hui, vous venez nous parler de la quinzaine académique de l'école maternelle qui se tient en Guyane du 9 au 23 novembre. Pourquoi avoir entrepris cette démarche? Alors, cette quinzaine académique vise plusieurs objectifs. Le premier, il s'agit tout d'abord de mettre en évidence, en valeur, le travail qui a été réalisé autour de la thématique retenue pour cette première édition, et cette thématique étant le conte pour apprendre et vivre ensemble. Il s'agit également de donner à voir et à comprendre le fonctionnement de l'école maternelle à travers ses pratiques, de façon à mieux en saisir les enjeux et à comprendre les codes et les valeurs que cette école première, véhicule. Et puis, nous voulons valoriser à travers les actions et les manifestations des écoles et des classes le travail formidable entrepris par les équipes pédagogiques pour conduire les enfants qui leur sont confiés vers la réussite scolaire. Et enfin, il s'agit de conforter le partenariat, la relation, la collaboration avec les parents d'élèves qui sont nos premiers partenaires. Alors, cette année, ça va se faire de cette manière. Donc, les parents d'élèves auront l'opportunité de rentrer dans les écoles et d'apprendre un peu comment fonctionnent ces écoles. Comment ça va se dérouler sur le terrain exactement? Alors, les parents d'élèves ont certes l'habitude de venir à l'école, venir y déposer leurs enfants. Pour autant, ils ne savent pas forcément ce qui se passe dans les classes. Et au cours de cette quinzaine, c'est l'occasion justement d'entrer dans les classes, de participer à des séances de classe. Bien évidemment, tout ceci est organisé par les enseignants. Et de voir un peu ce qui s'y passe et de comprendre que à l'école maternelle, il y a des apprentissages. Certes, des apprentissages qui se font en tenant compte de l'âge des enfants. Et donc, c'est l'occasion pour les parents d'entrer dans les classes, d'assister à des séances de classe, d'interroger même les enseignants. Alors, chaque école, chaque classe a l'initiative d'organiser comme bon lui semble les actions, les manifestations en fonction de son territoire. Et c'est ce qui permettra justement d'avoir une vision large de la diversité des actions et des activités qui se conduisent à l'école maternelle. Même si l'école maternelle n'est pas obligatoire, c'est souvent la course pour les parents d'élèves pour inscrire leurs enfants dans ces classes premières. Quelles sont les mesures qui sont prises en ce moment sur le territoire pour favoriser l'accès à tous les enfants à cette classe? Alors, je crois que les parents ont tout à fait compris les enjeux pour leurs enfants de fréquenter l'école maternelle. Vous l'avez dit, l'école maternelle n'est pas obligatoire. Pourtant, toutes les recherches qui ont été entreprises montrent bien qu'un enfant qui a fréquenté l'école maternelle a toutes les chances, a plus de chances de réussir sa scolarité. Donc, l'intérêt pour les parents, il est là. Et s'il n'y a pas de place, comment est-ce qu'ils font pour inscrire leurs enfants? Alors, bien évidemment, lorsqu'il n'y a pas de place, parce que les collectivités municipales qui ont en charge d'inscrire les enfants à l'école sont confrontées à une démographie scolaire, eh bien, elles font le choix d'inscrire en priorité ceux de 5, de 4, plus de 3 ans. Mais je dois dire justement que la loi pour la refondation de l'école qui vise la réussite de tous les élèves fait de la scolarisation des moins de 3 ans
un enjeu particulier, un levier de la réussite scolaire. Et elle propose justement que d'autres formes d'accueil puissent être mises en œuvre pour permettre aux enfants de 3 ans qui n'auraient pas encore de place à l'école, eh bien, puissent malgré tout bénéficier de temps scolaire. Telle la classe passerelle de l'école Noah, il me semble, à Cayenne, qui a ouvert ses portes en début de semaine. Alors, c'est un exemple parfait, justement, d'une modalité d'accueil des enfants de moins de 3 ans. Alors, ce projet, qui est un projet innovant, est basé sur l'accueil d'enfants de moins de 3 ans dans un milieu mixte, associant structure de petite enfance, donc la crèche de Noah, vous l'avez dit, et l'école. Mais le projet va bien au-delà, puisque la structure s'ouvre sur l'extérieur pour permettre à des enfants qui ont 3 ans, qui sont en attente de scolarité et qui jusqu'à ce jour n'ont jamais bénéficié d'un accueil en garderie ou dans une autre collectivité, eh bien de bénéficier de temps scolaires au sein même de la structure. Par ce projet, nous visons l'égalité des chances et permettre à tout enfant, dans l'attente d'avoir une classe à l'école, eh bien, de pouvoir bénéficier de ce temps éducatif et scolaire. La quinzaine donc, des classes maternelles, c'est jusqu'au 24 jusqu'au novembre. 23 novembre. Voilà, dans près de 60 écoles de l'académie réparties sur l'ensemble du territoire. Plus d'informations peut-être sur le site du rectorat? Sur le site site maternel, oui. Le site de Maternelle Guyane, mais aussi au sein même des écoles participantes. Merci André Stephenson d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Poursuivons ce journal avec la phrase du jour, celle du président de la République. Donc il s'agit d'une phrase sur les contrats aidés. Le président de la République dit « Qui veut les contrats aidés, que ceux qui les défendent les prennent. Ils n'en voudraient pas pour eux-mêmes. » Emmanuel Macron s'en est pris aux défenseurs des contrats aidés, au rang desquels se trouvent bon nombre d'élus guyanais. Hier, en présentant sa politique de la ville, le président a estimé que les contrats aidés ne sont pas la bonne solution quand il n'y a pas de formation à la clé. Sortie de crise pour les contrôleurs aériens de Cayenne après 2 mois de grève. Ils ont obtenu de la Direction générale de l'aviation civile une bonification de l'ancienneté et la réorganisation du temps de travail. Une avancée loin de satisfaire tous les salariés de la tour de contrôle. Pour certains, cela ne résout pas la question du sous-effectif. Ils se sont exprimés sur nos antennes. Regardez. Il faut savoir qu'on a déjà une douzaine de personnes qui sont affectées en Guyane qui seront en formation, mais il nous faut 1 an et demi pour les former. Donc nos revendications n'ont pas porté spécialement sur un nombre d'effectifs à affecter, mais surtout sur des mesures pour permettre à ces personnes d'avoir envie de rester et de nous-mêmes, ceux qui sont déjà là, qu'on puisse rester plus longtemps, être plus enclins à évoluer en Guyane. On a obtenu des bonus d'ancienneté, c'est-à-dire que les contrôleurs qui viendront en Guyane ou qui sont déjà en Guyane, au bout d'un certain nombre d'années, pourront prétendre à des mutations vers des centres plus attractifs, mais en restant plus longtemps en Guyane. Ce qui permet de doubler quasiment le temps de présence des contrôleurs moyens en Guyane. Je suis plutôt satisfaite parce que la revendication de catégorie d'aéroport, on l'a depuis 2012, on la porte depuis 2012. C'est une vraie avancée pour nous. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant à susciter l'engouement pour la Guyane? Je n'en suis pas sûre, l'avenir nous le dira. Mais au moins, je pense qu'on évoluera professionnellement de façon plus sereine. Et on a pu aussi définir une organisation qui nous semble plus sécuritaire en attendant. Ça n'arrange rien à l'attractivité de Cayenne qui est mauvaise par rapport à d'autres centres qui seraient en France ou même outre-mer. Cayenne est en fait un des centres qui a le plus de mal à trouver des gens qui ont la volonté de venir. Les gens qui sont à Cayenne, en gros, viennent parce que ou ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas aller ailleurs, ou parce que, bon, ben là, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont venir avec les mesures qui ont été adoptées, mais personnellement, j'y crois pas. Ça va effectivement peut-être maintenir les gens qui sont là. On a signé plus pour sortir du conflit qui s'enlisait au bout de 2 mois quand même de conflit. Donc on a signé, pas vraiment à contre-cœur, mais presque. On reste persuadé que notre administration aurait pu
proposer des mesures plus efficaces. Un mot sur les comptes de la commune d'Apatou. La Chambre régionale des comptes accorde un bon point à la commune, à la municipalité. Elle estime que les mesures de redressement mises en œuvre par la commune sont suffisantes et ont permis le retour à l'équilibre budgétaire fin 2016. Elle constate également que le budget primitif 2017 de la commune d'Apatou a été voté en équilibre réel. Seule recommandation, procéder aux corrections sur le budget primitif 2017 et recouvrer les redevances du service d'eau potable. Dans le reste de l'actualité, rendons-nous en Martinique à présent avec l'inquiétude des professionnels de la filière canne. Le dossier de l'usine Albioma a finalement été traité hier en séance plénière de la collectivité territoriale de Martinique. Mais les professionnels ne sont toujours pas fixés sur leur sort puisque les élus ont décidé de reporter leur décision sur un couplage ou non de l'usine avec la centrale Albioma 2. Le devis de la réparation de la chaudière sera décisif dans leur choix. Reportage d'Alizé Lutron et de Guy Raphaël-René. Moins de 24 heures avant le verdict de la CTM, les acteurs de la filière canne sont dans l'expectative. Y aura-t-il une prochaine campagne sucrière? Et si oui, dans quelles conditions? S'il n'y a pas de couplage, on aura 1200 hectares de cannes qui resteront sur pied. On aura à ce moment-là un déséquilibre complet au niveau de la filière, des agriculteurs qui ne pourront pas effectivement bénéficier du produit de leur récolte, l'absence de sucre produit, ce serait une véritable catastrophe pour la filière canne sucrome en Martinique. Car aujourd'hui, la chaudière de l'usine du Galion est inopérante. Entre 40 et 45 000 tonnes de canne devraient être broyées durant la prochaine campagne sucrière, prévue dans 3 mois. De leur côté, les planteurs dénoncent des incohérences dans la gestion du projet de couplage de l'usine du Galion avec celle d'Albioma. Quand on entend les uns et les autres se positionner ou parler, on a l'impression que c'est arrivé, que tout le monde est au pied du mur. Non, la chaudière du Galion a été gérée, et l'usine du Galion a été gérée en bon père de famille. Pourquoi investir dans une chaudière, sachant que ça coûte entre 12 et 16 millions d'euros en fonction des configurations? Pourquoi investir dans une chaudière quand vous avez une solution technique qui avait déjà été abordée et adoptée depuis plus de 10 ans? Si l'usine devait rester fermée l'année prochaine, les répercussions seraient importantes. Sur les 208 planteurs du territoire, 68 dépendent directement du Galion. La conséquence directe, c'est qu'il y aura un vrai désordre au niveau de la livraison des cannes, parce qu'aucune usine productrice, distillerie en tout cas, n'est aujourd'hui en capacité d'absorber les 45 ou 50 000 tonnes qui vont être produites pour l'usine du Galion. On ne fait pas de politique, on veut simplement que cette usine puisse tourner dans de bonnes conditions et que les orientations qui ont été prises soient aujourd'hui respectées et assumées. Les élus de la CTM devraient statuer sur le raccordement ou non des deux entités demain, lors du deuxième et dernier jour de la séance plénière. Déjà, les associations écologistes, notamment la Sopamar et Nous Pepla, sont mobilisées contre ce projet. Sport à présent avec des nouvelles de la Coupe de France. L'équipe de l'Étoile de Matoury affrontera l'équipe de Houille lors du 8e tour de la Coupe de France début décembre. Elle était vainqueur déjà cette équipe au tour précédent face à Avranches à l'issue du tir au but. Le tirage au sort a eu lieu hier à l'hippodrome de Vincennes en région parisienne. Écoutons l'entraîneur au micro de Stéphane Govindin. Les gens pensent que c'est un tirage chez Clément. Il faut faire très attention par rapport à ces équipes-là qui ont l'habitude de jouer ces compétitions-là. Il faut se mettre au niveau, c'est-à-dire que dès qu'on joue des compétitions comme ça, il faut se mettre au niveau. Après, vous savez, lorsque ces compétitions-là arrivent, il faut la motivation, on est surmonté. C'est-à-dire que là, le niveau, il augmente automatiquement tout seul. Nos jokers, ça serait Jules Labo et notre gardien qui a été impérial au cours du 7e tour. Et avec Anakaba Luther qui est milieu de terrain, qui est récupérateur, qui peut nous permettre à réguler le milieu de terrain. Les qualités de l'Étoile, c'est des joueurs qui sont complémentaires, qui ont envie de surmonter des montagnes et de gagner différents types de compétitions.
Nous arrivons presque à la fin de cette tranche d'information et je vous propose des images de l'exposition photo de la Colombienne Karen Paulina Biswell sur 16 panneaux. Elle a saisi avec finesse les silhouettes des femmes de la commune d'Awala Yalimapo. Une exposition autour de la féminité et de la nature dans le cadre des rencontres photographiques de Guyane qui se poursuivent jusqu'au 26 novembre. Karen Paulina Biswell était au micro de Joanne Manus. Cette exposition est le résultat de 8 semaines de résidence que j'ai effectuées dans la commune de Awala Yalimapo, dans le cadre de l'année France-Colombie, où un échange entre un artiste guyanais et un artiste colombien s'est fait. Donc on m'a invité à venir faire ici et faire cette résidence. Il y a 16 panneaux. 16 panneaux sont exposés aujourd'hui. On trouve des portraits de femmes et des portraits de nature. J'ai choisi de travailler sur la féminité et j'ai choisi de faire une analogie entre la femme et la nature parce que pour moi, la femme et la nature, ce sont ceux qui rappellent le mieux le cycle de la vie. Et j'ai voulu valoriser justement les femmes de cette commune qu'on ne voit pas assez souvent. Et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec les femmes de la communauté. Culture toujours et rendons-nous en Guadeloupe pour le découvrir, un mariage culturel entre le Gwoka et le tango. Regardez ce reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Quand le tango argentin s'allie au ka, rythmiquement, il se marie à la perfection. Une association rare exécutée avec brio par le trio Tambor Tango, qui puise son inspiration dans le tango traditionnel, et par Mario Coco, fervent défenseur de la culture Grand Ka. Moi, je dirais que c'est plutôt les origines du tango qui sont ressorties en fait avec le trio, avec le tambour, le ka et Mario Coco, puisque les racines en fait de cette musique-là sont multiples, sont européennes mais sont aussi africaines. Et l'Afrique, c'est le tambour. Et je mets beaucoup l'accent sur les morceaux qui sont plus rythmiques et qui ont aussi une ouverture à l'improvisation, au chorus, comme l'est aussi le Gwoka. Ça prouve que comme quoi la musique n'est pas fermée, surtout l'instrument ka, qu'a ouvert à quelle que soit musique là. Et voilà quoi, moi c'est une très belle expérience et c'est un bon lionnage. Et on va penser comme quoi, mais il y a d'autres choses à faire et il y aura d'autres choses encore. Le tango et le ka, c'est aussi de la danse. Toute une légèreté entre sensualité et émotion, retranscrite sur scène par des passionnés. Je pense qu'elle est censée représenter un petit peu tout. L'amour, la passion, la solitude, la détresse, la joie. C'est une danse et une musique qui est porteuse d'espoir et qui apporte beaucoup de sensations. Et qui se danse principalement avec émotion. La personnalité de chacun est importante dans cette danse et chacun y apporte un petit peu ce qu'il ressent, ce qu'il vit et c'est ce qui fait la richesse de cette danse. Pari gagné pour l'association Amalgame, à l'origine de cette rencontre musicale d'un nouveau genre. Sa mission, être un vecteur de transmission culturelle. L'objectif, c'est d'aider les enfants et de faire découvrir aux enfants des instruments, de la musique particulière pour pouvoir révéler des dons. Et nous avons voulu aujourd'hui, avec l'orchestre Trio Tambor Tango, marier le tango avec le Gwoka. Et nous avons réussi avec Mario Coco à faire quelque chose que vous avez vu qui est inédit, qui est extraordinaire. La finalité d'une telle rencontre, un concert ce soir au Memorial Act. Les fonds récoltés permettront à l'association Amalgame de financer les débuts sur scène d'une jeune danseuse bastérienne très prometteuse
qui a quitté l'île récemment pour une prestigieuse école afin d'y effectuer un stage de danse. Pour clore ce journal, le portrait de Francky Amété, artiste peintre guyanais d'origine bushinengue. Il vit en Hexagone dans un petit village auvergnat avec sa femme et ses enfants. Il se consacre entièrement à un art dont il est culturellement l'héritier, l'art timbé. Après 2 ans passés en Hexagone, il prévoit de se ressourcer en Guyane dès janvier 2018. Regardez ce reportage de Stéphane Alexandresco. C'est ici, à Ébreuil, un petit village d'Auvergne en métropole, que vit et travaille Francky Amété, un artiste peintre bushinengue. Francky a choisi avec sa famille ce village très calme au cœur de l'Hexagone pour mieux se concentrer sur ce qui l'occupe à plein temps, la transmission de l'art tembé de Guyane, dont il est l'héritier artistique et culturel. En fait, tembé, c'est la réflexion à travers les temps. À l'origine, c'est un art qui est parti d'Afrique avec des esclaves. Il est utilisé plutôt pour la communication entre eux. Donc, un homme qui voulait marier ou quelqu'un qui est tombé amoureux au village, c'était plus compliqué à l'époque d'aller dire à la femme que je t'aime. Donc, c'était fait avec des dessins. Et des motifs, des symboles, voilà, tu fais un objet et puis tu mets ton écriture par rapport à qu'est-ce que tu penses. Donc ce dessin, c'est un dessin qui présente carrément la vie. C'est-à-dire qu'il y a toujours une ouverture dans la vie. Quand un porte est fermé, il y a d'autres qui sont ouverts. Et ça parle plutôt du partage, l'amitié et la solidarité. Voilà. Donc il y a des motifs, par exemple les battements de cœur. Ça c'est double cœur, c'est les battements de cœur ensemble. 2 cœurs ensemble. L'art tembé est un art géométrique fait de cercles et de lignes équidistantes, un art qui vient de très loin, des débuts de l'humanité, et que l'on trouve un peu partout dans le monde sous la même forme. Il y a plein de choses qu'on trouve aussi partout, quoi. À l'église, moi je trouve certains de mes dessins, certains de mes motifs, quoi. Chez les mandalas, chez les Celtes, je trouve certains de mes motifs aussi. Donc c'est pas un art qui est né là, c'est un art qui est né à la même époque que les Celtes, l'art celtique et tous ces arts géométriques, quoi. Donc c'était le premier système de communication qui est parti, je pense, d'Afrique ou voilà, quoi. Cette vocation d'artiste, Francky la doit à sa famille et à son père qui l'initie très tôt à cet art. J'ai grandi dans des dessins, tout chez moi, chez ma mère, était décoré comme ça, des bancs, la maison, donc voilà. Donc chaque objet que mon père y fabriquait, c'était avec ses motifs. Francky sait que son art si particulier ne peut pas évoluer loin de la Guyane. Après 2 années passées en France, il a le projet d'un retour au pays dès janvier 2018. C'est la fin de cette tranche d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. L'État se désengage du financement des manuels scolaires dans les collèges, annonce du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, une réduction de 92% de la ligne budgétaire consacrée au financement des manuels scolaires dans les collèges. À Saint-Georges-de-l'Oyapock, la municipalité et l'Université de Guyane ont initié depuis 2 ans un programme pour favoriser la poursuite des études ou l'obtention d'un diplôme équivalent au bac, une façon d'améliorer l'offre de formation dans cette partie du territoire. Et puis le portrait de Francky Amété, artiste peintre guyanais d'origine bushinengue. Il vit en Hexagone, dans un village auvergnat où il se consacre entièrement à l'art timbé. Nous en parlions. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Moi, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.